canton de Mianing, situé à quelques 350 km de la capitale régionale Chengdu, 2 personnes sont notamment décédées lorsque leur véhicule, circulant sur une autoroute endommagée par les flots, est tombé dans une rivière. Outre les 12 décès recensés au total dans la province, 10 disparus sont également à déplorer, a annoncé l'agence de presse Chine Nouvelle. Depuis le début du mois, le sud du pays est frappé par des pluies torrentielles qui ont causé des glissements de terrain et des inondations, touchant au total 12 millions de personnes, d'après le ministère des Situations d'urgence. En l'espace de quelques semaines, plus de 720 000 personnes ont été évacuées et 78 morts au total sont à déplorer, selon la même source. Des photos et vidéos publiées par les médias d'État montrent des champs submergés et des sauveteurs avec de l'eau jusqu'à la taille qui portent des habitants sur leur dos. La saison des pluies a déjà entraîné pour 5,7 milliards de yuan, soit 3,2 milliards d'euros de pertes économiques, selon le ministère. Un coup dur pour une économie qui a déjà beaucoup souffert de l'épidémie de Covid-19. Nous sommes à un moment d'indispensable clarification de la politique turque en Libye, qui est pour nous inacceptable, a déclaré Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse avec la chancelière allemande Angela Merkel. La Turquie de Recep Tayyip Erdogan, qui ne respecte aucun de ses engagements de la conférence de Berlin, organisée en janvier, a accru sa présence militaire en Libye et elle a massivement réimporté des combattants djihadistes depuis la Syrie, a-t-il fustigé. Le président français avait déjà accusé Ankara le 22 juin dernier de jouer un jeu dangereux en Libye dans lequel il voyait une nouvelle démonstration de la mort cérébrale de l'OTAN. Je considère qu'aujourd'hui la Turquie ne respecte aucun des engagements pris à la conférence de Berlin, a accru sa présence militaire en Libye depuis et a massivement réimporté des combattants djihadistes depuis la Syrie. Je pense que c'est une responsabilité historique et criminelle pour qui prétend être un membre de l'OTAN. La Turquie est devenue le principal soutien international du gouvernement d'union nationale de Tripoli, qui a repris début juin le contrôle de l'ensemble du nord-ouest de la Libye, en faisant reculer les forces du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'est du pays. Le président français a également dit vouloir tordre le cou à une fausse idée. La France ne soutient pas le maréchal Haftar, mais œuvre plutôt à une solution de paix durable. Emmanuel Macron a aussi jugé que la Russie jouait sur l'ambivalence de la présence d'une milice privée russe, la milice Wagner, et non de soldats de l'armée russe. Le juge Tamsanqa Nomkongo a ordonné la libération conditionnelle de l'épouse de l'ancien premier ministre du Lesotho, Thomas Thabane, inculpé du meurtre de la première femme de son mari. Maïsaia Thabane n'était pas au tribunal pour l'audience. La pétitionnaire m'a demandé de la libérer sous caution à certaines conditions et rien n'a été dit contre ces conditions. Je lui accorde donc la libération sous caution à ces conditions. Grant her bail on those conditions. La caution de Maïsaia Thabane a été fixée à 10 000 malotis, soit 514 € ou 576 $. L'épouse de l'ex-premier ministre a ordre de se présenter toutes les 2 semaines à la police et de l'informer de ses déplacements. Selon l'ordre du juge, elle ne peut entrer en contact avec des témoins de l'affaire. Maïsaia Thabane, 43 ans, a été inculpée en février pour sa participation à l'assassinat en 2017 de Lipolelo Thabane, la première femme de l'ancien chef du gouvernement Thomas Thabane. Elle l'avait épousé quelques semaines après le crime. Maïsaia Thabane avait été une première fois arrêtée en février et remise en liberté quelques heures plus tard, une mesure très critiquée dans le royaume. Elle est retournée en prison début juin après l'annulation de son contrôle judiciaire. Le meurtre de Lipolelo Thabane a conduit à la démission en mai de Thomas Thabane, lâché par la coalition qui soutenait son gouvernement depuis 3 ans. Ce dernier, qui n'a pas été inculpé mais reste sous la menace des juges, avait d'ailleurs proclamé en mai l'innocence de sa femme et la sienne. Des secouristes et plongeurs s'affairaient lundi pour extraire les dépouilles de l'épave et récupérer des corps après un naufrage sur le fleuve de la capitale bengladaise, Dhaka. Au moins 30 personnes y ont perdu la vie.
Le ferry Morning Bird a été percuté par l'arrière par un autre ferry à quelques mètres du plus grand port fluvial du Bangladesh. L'accident est survenu à l'heure de pointe lorsque les ferries et autres bateaux encombrent le port. Les plongeurs étaient toujours à l'œuvre pour extraire les dépouilles de l'épave qui était à une profondeur d'environ 12 à 15 mètres. Les accidents de ferry sont fréquents au Bangladesh en raison du peu de respect des règles de sécurité lors de leur construction sur les chantiers navals. Les ferries sont souvent surchargés et les naufrages courants les jours de mauvaise météo. Les vastes enquêtes pour corruption et népotisme lancées après la démission en avril 2019 de Bouteflika sous la pression d'un mouvement populaire de contestation inédit ont conduit à une série de procès toujours en cours. Ce mercredi à Alger, l'homme d'affaires algérien Ali Haddad, ex-dirigeant de la principale organisation patronale algérienne, le Forum des chefs d'entreprise FCE, a été condamné à 18 ans de prison ferme. Incarcéré depuis mars 2019, il était poursuivi pour obtention de privilèges, d'avantages et de marchés publics en violation de la législation, dilapidation de deniers publics, abus de fonction, conflit d'intérêts et corruption dans la conclusion de marchés publics. Ses frères ont également été condamnés à 4 ans d'emprisonnement et les biens de la famille Haddad saisis. 2 ex-premiers ministres du président Bouteflika, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, qui sont déjà derrière les barreaux pour d'autres scandales de corruption, ont été condamnés chacun à 12 ans de prison. 8 anciens ministres se sont également vus infliger des peines allant de 2 à 20 ans de prison. Au cours du procès sur lequel planait l'ombre du clan Bouteflika, des accusés ont regretté l'absence du président déchu et de son frère Saïd, l'ex-influent conseiller, en prison pour complot contre l'autorité de l'armée et de l'État. Le nouveau président du Malawi, Lazarus Chakwera, a ordonné la dissolution des conseils d'administration de plusieurs institutions et entreprises publiques du pays suspectées de mauvaise gestion ou de corruption. Ils sont au total 60 entités publiques visées par la mesure présidentielle, dont les compagnies pétrolières et d'électricité, les universités ou la radio-télévision. Selon son entourage, le président veut s'assurer que toutes ces structures respectent la loi et les bonnes pratiques de gouvernance. Dans la même veine, la présidence a en outre annoncé ce mercredi la suspension des contrats publics afin de vérifier qu'ils n'ont pas nourri la corruption et qu'ils ont été attribués selon les règles. Le nouveau chef de l'État avait fait campagne en dénonçant la corruption de l'ancien régime et sa faillite économique. Peter Mutharika a souvent été critiqué pour avoir attribué la direction des entreprises publiques à de nombreux proches de son parti en remerciement de leur soutien politique. L'ex-président avait été accusé en 2018 d'avoir touché pour 195 000 $ de pots de vin de la part d'une entreprise qui avait remporté un marché public, mais il n'a jamais été formellement poursuivi. Le Parlement a par ailleurs adopté mardi un budget provisoire qui prévoit notamment une hausse du salaire mensuel minimum de 45 à 70 $ américains. La Chine, en adoptant la loi sur la sécurité à Hong Kong, est accusée par ses détracteurs de vouloir museler l'opposition dans le territoire autonome. Le vote de ce texte historique par le Parlement national intervient 1 an après le début des manifestations monstres dans l'ex-colonie britannique contre l'influence du gouvernement central. Cette loi contourne le conseil législatif local et fait craindre à l'opposition hongkongaise un recul inédit des libertés depuis la rétrocession de Hong Kong à la Chine en 1997. Des dizaines de manifestants se sont rassemblés dans un centre commercial après cette action. Si vous me demandez si Hong Kong est sûr en ce moment, je vous répondrai que c'est très dangereux. Car quand vous marchez dans la rue, la police pourrait abuser de son pouvoir pour vous arrêter ou vous frapper au point de vous faire saigner de la tête. C'est pourquoi tout le monde doit être très prudent aujourd'hui. Je n'aurais jamais pensé que Hong Kong allait connaître une telle chute ces 2 dernières années, surtout avec le mouvement social de l'année dernière et la pandémie de cette année. Je n'aurais jamais pensé que le gouvernement trancherait le nœud gordien et ferait passer la loi si rapidement.
Pour le gouvernement central, il s'agit avec ce texte d'assurer la stabilité, de mettre fin au vandalisme ayant émaillé les manifestations de 2019 dans la ville, ainsi que d'y réprimer le courant pro-indépendance. Difficile pour l'heure de connaître les réelles conséquences du texte voté mardi. Son contenu définitif n'a pas encore été publié. La police de Hong Kong a annoncé avoir arrêté au moins 180 personnes mercredi, dont 7 en vertu de la nouvelle loi sur la sécurité nationale. Elles ont été arrêtées pour participation à des rassemblements non autorisés, troubles à l'ordre public, possession d'armes offensives et autres infractions connexes. Quelques heures auparavant, les forces de l'ordre avaient annoncé avoir interpellé un homme qui tombait sous le coup de la nouvelle loi. Il avait en effet posé sur un trottoir un drapeau noir avec les mots « Indépendance de Hong Kong » en chinois et en anglais. Mercredi, un important dispositif policier a été déployé à travers les rues de la ville alors que la manifestation à laquelle prennent traditionnellement part les Hongkongais à l'occasion de l'anniversaire de la rétrocession était pour la première fois interdite par les autorités. L'opposition hongkongaise redoute que cette nouvelle loi, texte, ne porte un coup fatal aux libertés et à l'autonomie dont jouissait le territoire depuis sa rétrocession le 1er juillet 1997 par le Royaume-Uni. Ce geste de la justice algérienne pourrait annoncer d'autres libérations d'opposants à la veille de l'anniversaire de l'indépendance du pays. Karim Tabou est de nouveau libre de ses mouvements depuis jeudi après-midi. L'opposant était emprisonné depuis le 26 septembre 2019 et avait été condamné en appel le 24 mars dernier à 1 an de prison ferme pour atteinte à l'intégrité du territoire national. Lors de ce procès, l'accusé avait refusé de comparaître sans la présence de ses avocats, mais le juge avait refusé d'accéder à sa demande. Karim Tabou avait été pris d'un malaise en pleine audience, victime d'une poussée de tension artérielle, selon ses avocats. L'homme est également poursuivi pour atteinte au moral de l'armée dans le cadre d'une autre affaire dont le procès a été reporté au 14 septembre. Les ONG de défense des droits de l'homme se sont félicitées de la décision de la justice algérienne. Amnesty International a réclamé la libération immédiate et sans condition de tous les détenus d'opinion en Algérie. Selon le Comité national pour la libération des détenus, près de 70 prisonniers d'opinion sont actuellement derrière les barreaux, la plupart pour des publications sur Facebook. Il faut dire que Karim Tabou est l'un des visages et l'une des voix les plus connues du Irak, le mouvement de protestation anti-régime qui a éclaté le 22 février 2019.